hein, pas uniquement le plaisir de la flambe, mais aussi quelque part le fait de mépriser les gens ordinaires. Et de bloquer la circulation, par exemple. Oui, bloquer la circulation, c'est les gens ordinaires. On ne les calcule pas, ceux-là. Ou si on les calcule, c'est pour leur pourrir la vie. Qu'est-ce que je vous dise? Donc, chaque jour, c'est un peu ça. Et voilà pourquoi les gens sont excédés. Bon, je pense comme tous les Français, mais qu'est-ce que c'est? Il y a 20 ans, on ne connaissait pas ça. Il y a même 15 ans, on ne connaissait pas ça. On se mariait, entre guillemets, de temps en temps. Après le banquet, il pouvait y avoir quelques erreurs, quelques agacements. Mais globalement, ça se passait bien. Là, on klaxonnait. Tu as raison, on klaxonnait. Voilà. Voilà, là, on violait. On tournait de temps en temps. Là, on ne sait même pas si ces incidents ont eu lieu pendant la cérémonie, avant la cérémonie, après la cérémonie. Mais les Français, normalement constitués, considèrent que c'est pas normal que ça se passe chez nous. C'est au minimum. C'est un des difficultés de la société française aujourd'hui. Je ne parle même pas d'assimilation, mais il n'y a même pas d'intégration parce qu'on ne se comporte pas comme ça quand on essaie de s'intégrer dans le village, dans la ville, dans le pays qui vous accueille. Je ne sais pas comment ça se terminera. On le disait tout à l'heure, il n'y a pas eu d'interpellation. Je pense que les enquêtes vont quand même suivre. Mais sera-t-on capable de leur attribuer à ces jeunes gens la sanction qu'ils méritent? Honnêtement, j'en doute très profondément. Julien Drey, un dernier mot. Chevaux en disant ça y est, c'est les étrangers, etc. Ce type de mariage, quand vous êtes un peu observateur, vous habitez dans les quartiers un peu, je dirais, la périphérie des centres-villes, on sait ce que c'est. C'est souvent des mariages de bandes qui fêtent le chef ou le sous-chef ou le quart de chef, etc., qui se retrouvent et ils sont rien à voir avec les gens étrangers, c'est tous les trafiquants. Voilà. Et d'ailleurs, le commissaire de police vous le dit lui-même, il suffit, moi, souvent, je me suis penché, je regardais les voitures, je me disais, mais qui peut se payer ce type de voiture? Le problème avec les trafiquants, c'est souvent des gens assez ciblés. Hein. Oui, c'est des gens assez ciblés, oui. Ouais, si vous voulez dire qu'il y a un certain nombre de gens particuliers là-dedans. C'est exactement ce que je veux dire. Mais, voilà, il faut dire comme ça. On dit la même chose. La bataille. C'est pour ça que je pense que la bataille, c'est pas une bataille sur le moment. La bataille, c'est une bataille économique contre ces milieux pour essayer de mettre fin à tout ce qui va permettre l'accumulation financière pour ce moment festif où ils étalent leur richesse. Il y avait une députée des Républicains qui était venue ici, je crois, une députée des Républicains qui avait proposé un texte. Je crois que qui proposait un texte pour interdire justement au sein de la mairie d'arriver avec force drapeau et chants étrangers. Sur le moment, je l'avais, voilà, mais elle avait raison. Mais ça, c'est pas comme ça que ça se passe là. Non, mais là, c'est autre chose. Non, mais là, c'est l'étalement d'une forme de richesse et qui se croit totalement impuni et qui méprise par ailleurs le fonctionnaire de police ou l'autorité parce qu'eux, ils sont déjà au-dessus des lois. Non, mais ils sont chez eux. On ne va pas les embêter. Tu peux arriver avec une Ferrari ou une Lamborghini et te garer devant, t'es pas obligé de faire un attroupement non plus. C'est pas que c'est à l'esprit. C'est pas non, mais c'est un tout. Oui, c'est un tout. Voilà. Moretti va leur proposer un avertissement pénal. On va parler de la réponse pénale dans un instant. D'abord, oui. j'aimerais qu'on aille faire un tour du côté de la porte de la Villette, aux portes de Paris. C'est là qu'ont été déplacés les toxicomanes qui étaient du côté du Jardin des Halles. En 48 heures à peine, il y a déjà des dégradations, il y a déjà des agressions contre les habitants, avec beaucoup encore une fois, de violence, notamment contre notre équipe. On va rejoindre sur place Régine Delfour et Léo Millancourt. Oui, Laurent, c'est une situation qui devient de plus en plus dangereuse pour tous ceux qui sont obligés de passer par le square. Beaucoup sont obligés de le faire pour aller prendre le métro qui se trouve à quelques mètres. Comme samedi soir, une caissière de 30 ans qui termine sa journée et qui prend le chemin du métro. Elle rencontre un consommateur de crack qui tente de lui voler son argent et la frappe. Elle est très choquée, elle a eu très peur. Une peur que partagent les riverains des communes d'Aubervilliers et de Pantin. Je vous propose de les écouter. Ils sont au micro de Léo Millancourt. C'est beaucoup d'agressions. Nous laissons pas nos enfants sortir de la maison pour avoir peur qu'ils se fassent agresser, qu'ils prennent leur téléphone ou ne serait-ce le moindre monnaie qu'ils ont sur eux. Oui, nous avons peur tous les jours. J'ai mes enfants, j'ai mes 4 enfants. Heureusement qu'ils ne vont pas à l'école à Aubervilliers. Mais quand même, mes enfants, ils traversent pour aller quand même au parc de la Villette. Pour aller au parc de la Villette, ils vont traverser le parc où l'installation des toxicos. Là, j'ai peur pour mes enfants et puis les enfants des riverains aussi. Des riverains qui ne comptent pas laisser perdurer cette situation. Ils se sont rassemblés au sein d'un collectif et organisent un rassemblement mercredi soir. Merci beaucoup Régine Delfour, Léo Millancourt, qui a donc été agressé en tournant ce reportage. Commissaire Lebars, la situation est ubuesque, mais pas vraiment drôle en réalité. On a construit un mur
de parpaings pour éviter que de Pantin, eh bien, les gens ne puissent passer le pont pour aller jusqu'à Paris. Et finalement, on a juste déplacé le problème. Le préfet de police a juste déplacé, avec le ministre de l'Intérieur, le problème de quelques kilomètres. La situation est intenable à nouveau. On rajoute de la misère à la misère. Comment est-ce possible? D'abord, pour éclairer un petit peu le débat, les autorités d'aujourd'hui font ce que faisaient celles d'hier, à savoir déplacer le problème. Moi, j'ai été commissaire dans le nord de Paris, en Seine-Saint-Denis. Ça fait au moins 15-20 ans que ça dure. Ça, c'est le premier point. On déplace une population de toxicomanes très particulière, j'y viendrai après, que sont les gens qui sont accros au crack. Tant que ce problème-là sera abordé sous l'angle pénal ou répressif et pas sur l'angle médical, ça continuera à être le jeu d'essuie-glace et on se passe la balle. Pourquoi je vous dis ça? Parce que la population de gens accros au crack, c'est une population qui est tellement désociabilisée et qui est tellement en accoutumance. Et il y a des responsables qui, de bonne foi, pour ceux qui sont de bonne foi, contribuent à ce phénomène de village, parce que c'est un phénomène de village. Ils vivent en communauté. Les associations qui les nourrissent, ceux qui les soignent, ceux qui sont sans arrêt à leur quotidien, finalement, fidélisent cette population autour de situations ubuesques. La salle de shoot, qui, moi, en tant que policier, est un échec total, parce qu'elle n'a pas du tout produit les résultats espérés. Il y en a toujours autant dehors et ça crée toujours autant de nuisances. Première situation ubuesque. La deuxième, c'est que cette salle de shoot a été mise en limite de zone de sécurité prioritaire où vous luttez en priorité contre les stupes, c'est-à-dire que d'une rue à l'autre, la rue de gauche, vous luttez contre les stupes. La rue de droite, c'est la zone de la salle de shoot. Il ne faut plus toucher parce que là, il y a une tolérance. Donc tout ça est totalement raté depuis le début et il faut tout reprendre. Et le mur. Le seul sujet d'évolution... Et ce mur absolument aberrant qu'on construit pour bloquer un tunnel. Mais c'est le mur mur de la honte? Écoutez, moi, j'ai demandé pour le coup à la préfecture de police de savoir à quoi était destiné ce mur. Si on considère que les gens sont de bonne foi, c'est pour éviter le passage dans un endroit qui n'est pas visible et dans lequel il pourrait y avoir des incendies, des zones de consommation, de passer de l'autre côté pour des questions de sécurité. Enfin, de toute façon, on voit bien que c'est du court terme. Il suffit de passer à gauche ou à droite et les gens iront où ils veulent. Puis on a déjà des riverains qui se plaignent. De toute façon, ce qui est incroyable, c'est qu'on continue depuis 20 ans la même chose avec une population qui est aujourd'hui que de 400-500 personnes. Alors, il y a deux aspects, j'essaie de résumer. L'aspect pénal, tant qu'on ne s'en prendra pas correctement aux modus, ceux qui cuisinent le crack, modus, c'est ceux qui fabriquent le crack. C'est le nom communément donné aux gens qui font de la cuisine à crack. Parlons clairement, c'est 90% d'entre eux qui sont sénégalais d'origine. Ils mentent sur leur identité, ils ont des fausses identités. Ils ne sont pas issus d'un pays qui est un pays où on ne peut pas expulser, puisque ce n'est pas un pays en guerre. Donc ces gens-là, déjà, on devrait faire un effort sur le plan pénal. Ça, c'est le volet où on a notre part de responsabilité pour faire des procédures correctes. Prison, expulsion, ça paraîtrait la moindre des choses. Pour la population de craqueux, c'est le terme un peu péjoratif, je suis désolé de dire que s'il n'y a pas un jour une prise de conscience avec certains textes qui existent, il faut les adapter, de prise en charge forcée, c'est-à-dire de l'hospitalisation d'office pour les craqueux, il ne faut plus les mettre ensemble, c'est-à-dire qu'il faut les séparer pour éviter ce phénomène de village. Il faut envisager de l'hospitalisation d'office, quitte à modifier un peu les textes. Alors il y a des possibilités aujourd'hui sur la psychiatrie. Il faut ensuite que cette prise en charge médicale forcée aboutisse à une désintoxication et que la prise en charge sociale soit ventilée. Mais si on les laisse grouper, on continuera à avoir ce phénomène de village permanent et qu'on le mette à gauche, à droite, dans la rue du haut, dans la rue du bas, ça continuera. Julien Drey, vous êtes d'accord avec ce que vient de dire le commissaire Lebars? Je suis d'accord avec ce que dit le commissaire, mais c'est pas le mur de la honte, c'est le mur de l'incompétence. Parce que cette affaire, ça dure depuis un certain nombre de temps. Alors, ce qui est étonnant, c'est qu'on n'est pas exactement dans le même schéma que la lutte contre le trafic de stupéfiants en général, héros, coq ou tout ce que vous voulez. Là, on sait que c'est un public très particulier, parce que la consommation de cette drogue, elle est destructrice. Et même, c'est un certificat vers la mort. Dès qu'on commence à rentrer là-dedans, en général, ça finit très mal. Donc, il y a un moment donné où l'État doit prendre ses responsabilités, en accord avec la mairie, en accord avec tout le monde. Moi, si vous voulez, j'y comprends plus rien. Et d'ailleurs, je ne cherche plus à comprendre. Ce que je sais, c'est qu'il devrait y avoir à un moment donné quelqu'un qui dise, et normalement, ça relève des compétences du président de la République et du ministre de l'Intérieur, on en finit avec tout ça. On prend les choses des gens, à un moment donné, dans un centre, on trie. Ceux qui doivent être soignés, on les met dans un centre spécialisé. Ceux qui doivent être expulsés, on les expulse sans attendre. Parce que là, on est dans du délit. Et ce qui est incroyable, et je pense, si vous voulez, tous les débats qu'on a en ce moment sur le fait que nos concitoyens ils commencent à regarder la politique en disant à quoi ça sert, là, on a le schéma parfait. Je veux dire. Et je fais remarquer que ce sont des populations souvent les plus en difficulté qui subissent cela.